messieurs, bonjour chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Fraternité FM TV pour cette émission spéciale où nous recevons bien sûr un invité qui vient directement de l'Assemblée nationale. L'histoire politique du Bénin, vous le savez, continue de s'écrire avec l'émergence d'une nouvelle génération de leaders engagés et proches des réalités du peuple béninois et proches surtout de ses difficultés, porteurs d'ambition, de nouvelles stratégies pour le développement local et national. Parmi eux, on retrouve Bior Sarakotamou. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes rapporteur de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avec vous, nous abordons plusieurs sujets liés à la gouvernance locale, aux défis nationaux, au monde agricole ainsi qu'aux récents travaux parlementaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet honorable, dites-nous, vous avez dirigé pendant plusieurs années la commune de Banikwara. Comment vivez-vous aujourd'hui la transition du poste de maire à celui de député à l'Assemblée nationale? Oui, merci monsieur le journaliste. J'ai fait banalement 10 ans à la mairie de Banikwara en qualité de maire. Pendant 10 ans, nous avions, avec les autres membres du conseil communal, nous avions travaillé pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Et après 10 ans de gouvernance locale, il était normal qu'on puisse changer de cap. Et c'est dans cette dynamique de notre projet professionnel, de notre projet politique que nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il faut dire que l'Assemblée nationale, la mairie, c'est deux choses différentes. Parce que quand on est à la mairie, on est dans l'exécutif. On est dans l'exécution des projets communaux, des projets qui impactent directement la vie socio-économique de nos citoyens, de nos populations. Quand on est à la mairie, il faut dire que c'est également chaque jour des situations nouvelles qui se pointent à vous en tant que maire, en tant que première autorité. Quand on est à la mairie, c'est un budget à gérer, c'est des programmes à gérer, c'est des situations à gérer. Et nous l'avions fait pendant 10 ans. C'est le moment pour moi de saluer les braves populations de Banikwara qui nous ont soutenus, qui nous ont sérieusement soutenus pendant ces 10 ans d'exercice du pouvoir local. Leur accompagnement ne nous a pas été marchandé et du matin comme au soir, à chaque fois que nous avions besoin des populations, elles sont présentes. En témoignent les éloquents résultats de la commune de Banikwara en termes de performance. Je dirais durant cette période, la commune de Banikwara s'est plusieurs fois illustrée comme la meilleure commune en matière de performance. Nous avions été meilleure commune performante du Bénin en 2020, en 2019 d'abord. Toutefois, toutes ces différentes années, la commune de Banikwara s'est fait marquer par sa constance en matière de performance. Performance dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de la gouvernance participative, au niveau de la gestion financière, au niveau de tous les aspects de la gouvernance. Notre commune s'est illustrée parce que nos populations nous ont accompagnés, parce que les élus communaux sont engagés à la cause du développement de Banikwara. Je voudrais les remercier. Oui, je voudrais les remercier pour ce bon temps que nous avions passé ensemble. Et c'est avec fierté que nous avions quitté la mairie de Banikwara. Je voudrais ici dire qu'aujourd'hui, tel que vous l'avez posé dans votre question, nous sommes à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a pour mission principale de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Vous voyez que c'est deux choses différentes. De l'autre côté, au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont les lois.
c'est également le contrôle de l'action gouvernementale, c'est en même temps l'évaluation des politiques publiques. Donc ce sont des réalités différentes, mais étant acteur politique, étant avec toute cette expérience de la base, nous allons essayer de mettre toute cette expérience pour que notre participation à l'Assemblée nationale de notre pays ait beaucoup de retombées en termes d'avancement, en termes également d'avancée, j'allais dire, et en termes de résultats positifs, aussi bien pour notre pays que pour nos populations. D'accord. Honorable Biya Sarakotabou, vous l'avez dit, grande différence majeure entre la gestion communale et le travail parlementaire. Tout à l'heure, on va parler des travaux au niveau du Parlement. Votre proximité avec les populations locales influence-t-elle votre manière d'aborder les débats nationaux? Oui, naturellement. Naturellement, nous sommes proches de nos populations. Nous sommes proches de nos populations, nous sommes proches des couches vulnérables. Nous sommes proches de la jeunesse, nous sommes proches des femmes, nous sommes proches de tous les producteurs. Donc, c'est de cette proximité, nous connaissons en réalité les réels problèmes de nos populations. Quel que soit leur champ d'action, quelle que soit leur profession, nous savons en réalité les réels problèmes des populations. Et nous allons essayer de notre manière et en tenant compte de la ligne directrice de notre parti et de notre parti politique d'impacter positivement pour que les aspirations de nos populations soient portées et que les difficultés puissent trouver des solutions. Alors, parlons de l'actualité politique et gouvernementale. Le nouveau gouvernement est désormais en place avec le nouveau président Romuald Wardani. Quelle analyse faites-vous, surtout des grandes orientations annoncées? On a parlé de la sécurité, de la lutte contre la pauvreté extrême et surtout une part belle est encore annoncée par rapport aux producteurs. Et nous savons très bien que la commune de Banikwara, d'où vous venez, est une commune capitale quand on parle de l'agriculture au Bénin. Oui, depuis le 24 mai 2026, notre pays a un nouveau président. Nous avons, je dirais, le 8e président du renouveau démocratique et en même temps, je vais dire, le 4e, 5e visage présidentielle depuis l'ère du renouveau démocratique. Il faut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Bénin. Mais cette ère ne sera pas très différente de ce que nous avions vécu parce que déjà depuis 10 ans, notre pays a connu une nouvelle forme de gouvernance, basée sur la méthode, basée sur la rigueur, basée en réalité sur les résultats. Ce qui a eu des résultats significatifs en matière d'impact socio-économique de nos populations. Donc sur tous les plans de la vie d'un homme, la gouvernance du président Patrice Talon a impacté réellement les Béninois. Et pour qui connaît celui qui est le nouveau président, le président Romuald Wardani, qui est un acteur principal de la gouvernance ces 10 dernières années en étant ministre d'État, chargé des finances et de l'économie et en même temps de la coopération. Donc c'est un acteur principal et c'est lui qui a la responsabilité de continuer en réalité l'œuvre du président Patrice Talon. Et comme les hommes se suivent, mais n'ont pas toujours la même vision, n'ont pas toujours le même tact. Justement, je vous coupe pas.
et c'est un secret de polichinelle, tout le monde le dit. Vous êtes le Mbappé national sous Patrice Talon. À quel poste jouerez-vous dans le régime actuel? Oui, le Mbappé national reste toujours Mbappé national parce que en réalité l'équipe n'a pas changé. Donc les acteurs sont toujours là. Nous sommes là pour jouer au même poste toujours. Pour le nouvel entraîneur. C'est le même poste pour le nouvel entraîneur. Donc l'entraîneur ne va pas changer un Mbappé quand même. C'est de Mbappé qu'il s'agit. À moins qu'il ne veuille pas des boules. Ah oui, si l'entraîneur veut des buts, il doit le faire avec Mbappé, le national. Je vous en prie. D'accord. Donc je disais que ces deux hommes, Patrice Talon, Romuald Wardai, en réalité, c'est deux hommes différents. Et chacun, c'est-à-dire le nouveau président, le président Romuald Wardai, va apporter sa touche à sa manière. Parce que à chaque homme d'État, sa manière de gouverner. Il a été votre fils, il a beau être votre fils, lorsqu'il va commencer par gouverner, il y aura quelques touches qu'il va apporter pour améliorer ce qui avait été fait. C'est pourquoi vous constatez déjà avec le premier conseil des ministres, vous avez vu des nouvelles, les touches qui ont été apportées en termes de tenue, par exemple, des conseils de ministres. Désormais, c'est mensuel. Vous voyez, donc c'est des nouvelles touches que le président Romuald Wardai va apporter pour permettre réellement d'atteindre les objectifs de développement de notre pays. Et comme objectif, il a dit, c'est d'abord l'éradication de l'extrême pauvreté. Ça, c'est le principe général qui va guider la gouvernance au niveau de notre pays. Alors vous, honorable Biosara Kontamou, quelle solution concrète vous défendez pour améliorer, surtout pour y arriver, à améliorer les conditions de vie des Béninois? Oui, améliorer les conditions de vie des Béninois revient à réellement s'occuper des réels problèmes du bas peuple, s'occuper des problèmes des femmes, des problèmes des cotoculteurs, des agriculteurs, s'occuper des problèmes des artisans, s'occuper des problèmes des pêcheurs, s'occuper en réalité des problèmes de la population active. Et c'est en s'occupant des problèmes de ces couches vulnérables, de ces basses couches en réalité, en tout cas de ces couches, que nous allons éradiquer la pauvreté. Et pour ce qui concerne en réalité l'éradication de la pauvreté, ce n'est pas en réalité les agrégats macroéconomiques flamboyants, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas avoir un taux de croissance à 10, je dirais un taux de croissance à 2 chiffres. Ce n'est pas que ça. Si derrière ce taux de croissance, aujourd'hui nous sommes à 7% en termes de taux de croissance, bien sûr, il faut que ce pourcentage déjà très élevé et salutaire, il faut que derrière ce pourcentage, derrière cet indicateur macroéconomique, que chaque citoyen se sente à l'aise, que chaque citoyen mange à sa faim, que chaque citoyen boive de l'eau potable, que chaque citoyen arrive à envoyer ses enfants à l'école, que chaque citoyenne arrive à se faire soigner et faire soigner ses enfants. Donc c'est à travers ces différentes, à travers, je dirais, la satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens que l'éradication de la pauvreté se fera sentir. D'accord. Alors, honorable, on parle maintenant des travaux parlementaires et surtout
cette loi sur les billets usés qui fait jaser, qui fait parler depuis quelques jours. L'Assemblée nationale a adopté une loi relative à l'utilisation des billets et pièces ayant cours légal. D'abord, pour parler de ce volet, quel problème concret cherchiez-vous à résoudre à travers ce test? Merci, monsieur le journaliste. C'est une loi relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin. La loi est globale en réalité, cette loi. Donc ce n'est pas... Mais on ira en détail. Hein, parce en fait, cette loi est une loi uniforme de l'Union monétaire ouest-africaine. Donc c'est une loi d'un espace, de l'espace UMOA. Le Conseil des ministres de l'espace UMOA a pris ce projet de loi uniforme pour permettre de régler un certain nombre de problèmes. Vous n'êtes pas sans savoir que les fausses monnaies, les faux billets créent d'énormes problèmes à nos populations. Vous n'êtes pas sans savoir que les histoires de multiplication d'argent, les histoires de fabrication d'argent ont conduit des citoyens béninois au suicide. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est des milliers de francs CFA qui s'envolent chaque mois pour ces faits-là. Et en réalité, c'est une atteinte en réalité au crédit public et à la confiance que les citoyens accordent à la monnaie. Tout cela a pour conséquence de déséquilibrer en réalité l'économie de nos familles, de déséquilibrer les finances de nos familles. Donc c'est un fléau en réalité et il faut faire face à ce fléau. Et ce serait à travers des moyens juridiques. Et parmi ces moyens juridiques, nous avons les textes de loi, nous avons la loi. Donc cette loi est une loi qui a été prise d'abord au niveau de l'UMOA, au niveau de l'Union monétaire ouest-africaine. Le Bénin ayant ratifié le traité de l'UMOA a l'obligation de faire adopter cette loi uniforme par la représentation nationale. C'est ce qui a été fait le vendredi 22 mai 2026. Ça a suscité des débats, il y a eu des échanges autour. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, c'est une loi qui a pour objet de réprimer le faux monnayage. De réprimer le faux monnayage et de sanctionner en réalité toutes les atteintes aux signes monétaires dans notre pays. C'est très important. Et cette loi s'applique au Bénin, ça s'applique également aux autres pays de l'espace UMOA. Donc c'est une loi importante parce qu'en réalité, quand on parle de faux monnayage, de quoi s'agit-il réellement? En réalité, c'est beaucoup de choses quand nous parlons de faux monnayage au niveau de cette loi. Au regard en tenant compte de cette loi, en réalité, le faux monnayage est tout acte frauduleux de fabrication ou d'altération d'un signe monétaire émis par la BCEAO. Tout acte frauduleux de fabrication ou d'altération d'un signe monétaire émis par la BCEAO pour ce qui nous concerne ici. Donc, c'est également, oui. Même si vous grabbez sur des billets... Oui, on va le voir ensemble. Donc, c'est également la circulation de fausses monnaies en toute connaissance de cause. La mise en circulation de toute monnaie en toute connaissance de cause est un faux monnayage. Donc, c'est également le fait de se procurer ou bien de transporter des fausses monnaies dans le but de les mettre en circulation en toute connaissance de cause, quand on parle de faux monnayage. Et enfin, le faux monnayage est le fait même déjà de détenir par devant vous des appareils
des machines, des outils et même des programmes informatiques capables de fabriquer de fausses monnaies ou bien d'altérer les monnaies qui ont cours légal en République du Bénin. Donc c'est en réalité tout cela qu'on met dans le giron de faux monnayages. Et quand on parle de fausses monnaies, c'est ce qu'on appelle couramment faux billets ou bien fausses pièces. Oui. C'est de ça qu'il s'agit simplement. Donc faux billets, fausses pièces, c'est une fausse monnaie. Donc qui est en réalité une imitation. D'accord. Alors, des monnaies qui ont cours légal, qui sont émises par la BCEAO ou toute institution ayant été habilitée à cette fin. Ce qui retient aussi l'attention, c'est les peines qui ont été corsées. À quoi s'exposent les personnes ou les commerçants ou d'autres acteurs qui seront impliqués dans un tel système? Oui, les peines sont nombreuses. Oui, les peines sont nombreuses et les sanctions divergent suivant le degré de l'infraction qui a été commise. Oui. Donc, sur cette loi, il y a d'autres infractions qui gravitent autour. Donc, ce n'est pas la même peine pour quelqu'un qui a fabriqué, que quelqu'un reproduit les signes monétaires pour faire des faux billets. C'est pas la même peine que celui peut-être qui refuse de prendre une monnaie dite gâtée. C'est pas la même peine. Et les articles ont évolué en tenant compte de la gravité de chaque infraction. Donc je disais qu'en réalité ce n'est pas les fausses, les monnaies, les pièces gâtées, ce n'est pas que ça va au-delà. Et quand nous prenons l'article qui est en train de circuler, l'article 14 et l'article 15 en réalité de la présente loi, l'article 15 surtout. Qu'est-ce qu'il dit concrètement? L'article 15 nous dit que le refus de recevoir la monnaie est à cours légal dans un État membre de l'Union selon la valeur pour laquelle la Cour est punie d'une amende de 100 000 francs à 500 000 francs CFA. Donc si aujourd'hui, de thème clé, un commerçant de gâteau un soir refuse une monnaie, il s'expose à ces sanctions. À ça? Oui, parce que vous deviez comprendre qu'aujourd'hui, on ne refuse pas la monnaie. D'accord. Alors, comment... On ne refuse pas. Ça veut dire que si quelqu'un vous amène une pièce, vous remet une pièce, et que vous arrivez à reconnaître qu'il s'agit d'une pièce de 100 francs. Mais c'est à où tout ça? Oui, qu'il s'agit d'une pièce de 100 francs, c'est que la monnaie a gardé sa valeur fiduciaire. Vous savez que c'est une pièce de 100 francs. Vous prenez. Ce pourquoi il est venu pour faire la transaction, vous devez le livrer. Alors, c'est clair. Si c'est un billet de banque qui est égratigné, un billet qui a des égratignures bien froissées, et on vous remet et vous avez reconnu qu'il s'agit d'un billet de 1000 francs, ça veut dire que la transaction doit pouvoir se faire. Vous ne pouvez pas refuser. Alors comment comptez-vous faire respecter cela? Parce que ce n'est pas pour la première fois, je m'en souviens encore, même l'actuel président du Bénin, le ministre Oumia Wada, il avait évoqué ce sujet, et il y avait une autre qui avait circulé en temps pour rappeler à l'autre tout le monde. Mais de façon sociale, on sait tous que ça n'a pas pris. Quel changement va apporter cette décision? Comment comptez-vous faire respecter cela? Et si quelqu'un refuse, comment il peut dénoncer par exemple? Oui, d'abord il faut dire que nous sommes à l'étape de l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale. Ça a été fait. Ça a été présenté par la Commission des finances et la plénière a validé. Donc vous êtes le rapporteur? Donc je suis le rapporteur. Donc la plénière a validé. Donc cette loi adoptée par l'Assemblée va faire son processus jusqu'à la promulgation par le président de la République.
Une fois que cette loi sera promulguée, elle sera rendue exécutoire. Le processus maintenant, ça a changé un peu ou comment ça? Je dis, ça va suivre le processus jusqu'à la promulgation. D'accord. Une fois que la loi est promulguée, elle sera rendue exécutoire. Et certainement, il y aura sa vulgarisation. Il y aura la sensibilisation. Je sais qu'il y aura le Conseil économique et social qui va intervenir pour la vulgarisation de cette loi, pour que tous les citoyens soient informés de la loi relative à la répression du faux monnayage en République du Bénin. Est-ce qu'au cours des débats, vous avez réussi à prendre en compte, ou est-ce qu'il y a des articles qui prennent en compte des victimes on ne saurait qualifier vraiment de victimes? Je m'explique. Voilà une dame qui est dans la chaîne de commerce et a passé toute une journée à faire des échanges. Et au soir, peut-être à la banque ou quelque part, elle décide de verser de l'argent et on retrouve quelques faux billets. Or, c'est un client peut-être au cours de la journée qui lui a glissé ses billets et elle n'a pas su. Elle sera condamnée pour ça? Non, comment ça va se passer? C'est ça. Et la loi a tout prévu. En réalité, ici, elle tient ses billets comme bons. Elle tient ces billets dont tu parles comme bons. Et je suppose qu'elle est de bonne foi. Et au moment opportun, le juge avisera. Le juge avisera sur la base des éléments d'enquête, tout. Et il faut dire en réalité, dans cette loi, si vous avez connaissance de la détention de fausses monnaies par une tierce personne et que vous ne dénoncez pas, le jour où la tierce personne sera prise et que cela soit démontré que vous avez connaissance et vous n'avez rien fait, vous serez également puni de la même peine. D'accord. De la même façon, lorsque vous avez dans vos transactions, vous avez eu une monnaie que vous pensez être une bonne monnaie, mais finalement vous vous êtes rendu compte que c'est une fausse monnaie, vous deviez la retirer de votre caisse en réalité. Forcément. Et aller déposer au niveau des institutions de droit, en réalité au niveau de la BCAO. Au lieu de l'afficher, on peut afficher pour aller déposer pour dire dans mes transactions, voilà, j'ai un billet de 10 000 et je me suis rendu compte que c'est un faux billet. Vous devez vous déclarer et vous lavez les mains. Si, parce que vous êtes rendu compte qu'il s'agit d'un faux billet, et vous-même vous vous empressez à libérer ce faux billet dans une autre transaction et qu'on vous prend, vous-même vous serez sanctionné. Parce que là, les textes sont clairs. Tandis que vous avez conscience, c'est en toute connaissance de cause que vous êtes en train de faire cette transaction avec cette fausse monnaie. Est-ce que l'UEMOA y a pensé, ou la BCAO, comment aider les populations à identifier les faux billets? Oui, ça vous êtes dans les modalités de mise en œuvre de l'exécution, de l'application de la loi. Ça, c'est un autre domaine. Tous ces aspects seront gérés par le gouvernement qui sera chargé d'appliquer cette loi-là. Donc, je voudrais revenir sur ta préoccupation. Donc, il y aura la sensibilisation, il y aura la vulgarisation. Et tout ce qui est ici, en réalité, sera vulgarisé et les citoyens sauront de quoi s'en tenir quand ils auront des problèmes de fausses monnaies. Alors, sur ce dossier, qu'avez-vous ajouté, qu'avez-vous à passer comme message surtout à nos auditeurs? Parce que depuis que l'annonce a été faite, plusieurs s'interrogent sur comment on pourrait mettre cela en œuvre, et de vos explications, on voit clairement que c'est tout un processus. Oui, c'est tout un processus. Lorsque vous êtes confronté à ce cas, vous avez qu'à vous plaindre au niveau des juridictions. Donc au niveau d'un commissariat, au niveau d'un d'un tribunal, si vous avez une monnaie et que vous savez que c'est une bonne monnaie, vous voulez faire une transaction, le commerçant ou bien la commerçante refuse, vous pouvez vous plaindre à cause d'une pièce de 100 francs qu'un citoyen refuse de prendre.
il peut être amené à payer une amende allant de 100 000 francs CFA à 500 000 francs CFA. Voilà. Donc il vaut mieux prendre vous-même. Si vous prenez, vous allez faire des transactions avec cette monnaie. Personne ne refuse. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui refuse quelque part que ça bloque. Alors, si tout le monde libère, je prends. Ailleurs, il paraît que les gens refusent de prendre les pièces de 250 francs. C'est une infraction. Oui. Parce que c'est la BCEAO qui a autorité à arrêter, à sortir une monnaie de la circulation. Nous tous, nous avons été victimes une fois de cette situation. Il faut communiquer et montrer à nos populations que ce n'est pas normal. En fait, vous avez 250 francs ou vous avez 5 000, un billet de 5 000 sur vous. C'est pour vous, mais ce n'est carrément pas pour votre propriété. Oui, c'est des erreurs. Parce que vous voyez un monsieur qui prend un stylo, qui marque son nom sur un billet de la BCEAO, par exemple, il s'expose à des sanctions. Vous en avez parlé, ça c'est l'article 14 qui le dit. Oh. Ça c'est la détérioration ou bien le maculage. Et on peut mettre des signes, maculer, détériorer le billet ou bien faire des switchages de façon délibérée. Ça c'est une infraction. À l'article 14 de la loi, il est dit que la détérioration, le maculage ou la switchage délibéré d'un signe monétaire est puni d'un emprisonnement d'1 mois à 6 mois et d'une amende de 500 000 francs CFA à 1 million de francs CFA lorsqu'elle a pour effet de rendre impropre ou à un usage en tant que moyen de paiement. Ce que nous voyons là, des billets avec signature, billets avec des peintures, billets en tout cas avec des switchages, c'est une infraction. Si on vous identifie, vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné si on vous identifie. Donc c'est des pratiques que nous devons éviter. Et nos populations doivent savoir que la monnaie ne nous appartient pas. La monnaie, c'est pour tout le monde. Donc c'est pour dire un crédit public de confiance. C'est pas pour vous seul. Si vous, aujourd'hui, vous détenez un billet de 10 000, ce billet va faire le tour. Vous n'avez pas à marquer sur vos identifiants ou bien marquer un signe sur ce billet. Donc, c'est extrêmement interdit au regard de l'article 14 de la présente loi. Honorable, nous allons poursuivre cette émission pour évoquer, oui, je peux même encore continuer parce que vous avez parlé de détérioration, on en a parlé. Oui. Vous avez parlé des pièces gâtées ou bien des billets gâtés, on en a parlé. Mais il y a une autre infraction dont on n'a pas parlé. Laquelle? Vous avez l'article 16 dit ceci: la perception d'une commission en contrepartie de la remise des signes monétaires émis par la BCEAO contre d'autres signes monétaires de son émission est punie d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende d'1 million à 3 millions. Wow. Ça veut dire quoi? Oui. Je veux faire à gore. Je serai simple. Je veux faire à gore. J'ai besoin de billets de 500. Monsieur René Soglo a une liasse de 50 000. Oui. Il me demande d'amener 55 000. Ça veut dire que tu as une commission de 5 000. Pour faire la monnaie. Pour faire la monnaie. Pour faire le change, comme on le dit. Oui. C'est une infraction. C'est une infraction parce que vous avez échangé des billets de banque contre des billets de banque et vous avez pris une commission. En réalité, vous avez vendu l'argent. C'est l'usure, en réalité, c'est pas dit ici. Mais il faut le clarifier. C'est ce qui est dit. La perception d'une commission. La perception. Oh, c'est des pratiques que nous faisons tous les jours. Tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est proscrit par cette loi. Et nous devons tout faire pour réellement connaître cette loi-là. Je voudrais également ajouter que cette loi est très intéressante parce qu'elle ne s'occupe pas seulement des personnes physiques, de vous et moi, non. Elle s'élargit jusqu'au niveau des personnes morales, au niveau des entreprises, au niveau des institutions
financières au niveau des institutions, des systèmes de financement décentralisés, institutions de microfinance, des banques, la Poste, ainsi de suite. Si la Poste, dans cette transaction, une institution financière dans ses activités découvre une fausse monnaie, l'institution a l'obligation d'arrêter cette monnaie-là et de déposer cette monnaie au niveau de la BCEAO. C'est une obligation. Si on se rend compte que l'institution ne l'a pas fait comme cela se doit, il y a des sanctions pour cette entreprise. On peut même aller jusqu'à la fermeture de l'entreprise. Okay. Ça a été prévu par les tests de cette loi. Donc je dirais que c'est en réalité une loi qui couvre et le citoyen, qui couvre également les institutions et qui couvre notre État. Donc nous n'avons en tant que citoyens à prendre connaissance de cette loi lorsqu'elle sera promulguée et à respecter scrupuleusement les dispositions de cette loi. On peut déjà dire que ça éduque aussi un citoyen béninois qui va peut-être séjourner dans un autre pays de l'espace UEMOA à ne pas mal se comporter pour se faire punir. Se faire punir parce que les dispositions sont les mêmes. Si vous vous retrouvez au Burkina et que vous refusez la monnaie là-bas, c'est la même peine. Si vous êtes béninois, vous vous retrouvez là-bas, ils vont vous punir comme si vous étiez au Bénin. Donc, dans l'espace UEMOA, c'est la même peine, ce sont les mêmes sanctions. Donc, ce sont en réalité les mêmes comportements monétaires que nous devons adopter. Parce que nos pays ont accepté d'être ensemble dans cet espace monétaire qu'est l'Union monétaire ouest-africaine. Donc nous devons tous avoir le même comportement monétaire en tant que citoyens de la zone CFA. Si on devrait se fixer un délai, on saurait le dire, d'ici quelques mois ou quelques années, ça va se faire. Oui, la promulgation. Oui, ça va se faire. Ça. Bon, généralement, dans notre pays, pour promulguer une loi, ça ne dure plus. Donc, le travail est fait au préalable. Oui. Les débats tels que vous l'avez demandé, les débats ont été très fructueux. Oui, il y a eu des exemples à Saint-Seibou. Oui, les débats, c'est le président de l'Assemblée nationale, par exemple. C'est passionnant et c'est très intéressant. Parce qu'il y a eu d'abord des débats au niveau des travaux en commission. Le travail parlementaire, je découvre que c'est passionnant, c'est très intéressant. Il y a eu des travaux d'abord en commission. Donc les membres de la commission ont débattu. Votre commission? La commission des finances ont débattu sur chacun des articles. Et on fait des amendements sur des articles qui ont été arrêtés, qu'on a maintenant à mener en plénière. Donc au cours de la plénière, vous avez vu les observations des uns et des autres. Oui. Ce que font les cambis, c'est ça la détérioration, ainsi de suite. Il y a eu des observations par-ci par-là. Et c'est pourquoi nous devons saluer le travail magnifique qui se fait à l'Assemblée nationale. Encore qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons un nouveau leadership qui est en train de s'exprimer, qui s'affirme. Et je vais dire le président Joseph Diogbenou, qui est en train d'apporter sa marque au travail parlementaire. Sa marque en matière de qualité et des différentes productions, sa marque en matière de ponctualité et sa marque en matière de célérité dans le traitement des dossiers à lui soumettre par le gouvernement. Vous avez vu, le jeudi 21, on a ratifié, on a donné un avis favorable sur plus de 20 décrets. 20 décrets qui ont été ratifiés. Dans l'espace du jour. Ça va très vite. C'est la célérité, ça c'est la marque. Mais dans cette célérité, il y a l'efficacité aussi. Oui, c'est la célérité avec l'efficacité à la fois. Vous êtes sûr? Oui, c'est pas à la va-vite. On n'est pas en train de faire du saupoudrage ou bien aller à la va-vite pour liquider les dossiers. Non. Chacun des décrets a fait l'objet de débat. Et le gouvernement a répondu à toutes les préoccupations
des députés. Vous travaillez tard, jusqu'à tard, parfois vous êtes fatigué, vous prenez la pause? Oui, on prend la pause, on suspend pour aller quand même prendre de l'énergie, revenir encore et le travail continue. Donc je dis que c'est un travail magnifique qui se fait, qui a commencé par cette 10e législature et c'est intéressant. C'est intéressant pour nous jeunes qui sommes à notre première expérience parlementaire. Déjà dans l'espace de quelques mois, nous avons pris le pli. Et on sait que... Vous étiez même en atelier à Grand Popo. À Grand Popo, oui. C'était un peu aussi, non? Ça, c'était pour la loi de règlement du budget, de l'exécution du budget 2024. Vous avez suivi. Et là aussi, le timing est au top. Tel que cela est prescrit par la loi organique relative à la loi des finances, le Bénin a adopté la loi de règlement définitif du budget de 2024. Donc, en réalité, il n'y a plus de budget. Normalement, nous sommes en année N. Nous devons finir en année N. Nous devons avoir, je dirais, adopté le projet de loi de règlement définitif de l'année N-2. Et c'est ce qu'on a fait pour l'année 2024. Donc le timing. Or, avant les réformes, vous l'aurez constaté dans les débats parlementaires, il y avait plus de 10 années de retard avant la réforme du président, que le président Patrice Talon et le Parlement ont introduit avant ces réformes. Il y avait plus de 10 comment ça s'explique? Oui, bon, c'était la lourdeur que notre pays connaissait. Et aujourd'hui, avec cette fermeté, cette rigueur qui nous a été imprimée par le chef de l'État sorti, le président Patrice Talon, et avec la prise de conscience collective de chaque citoyen béninois, notre pays est en train de changer. Parce qu'en réalité, et même toi, tu as changé, René. J'ai changé. Le président Talon t'a changé. C'est clair. Donc, chaque Béninois a eu une influence positive. Il y a un peu plus de discipline. De la rigueur du président Talon. Il n'y a pas ce Béninois-là qui n'a pas pris au moins quelque chose, une dose de la rigueur du président Talon. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à moins que cette personne ne vive pas au Bénin. Donc chacun en a pris sa part de la rigueur, ou bien même de la manière de voir, d'agir, de penser du président Patrice Talon. C'est un héritage que nous avons tous eu. Et c'est pourquoi nous prions pour que le Tout-Puissant, que le Seigneur lui accorde toute la grâce qu'il faut. Que les membres de nos ancêtres lui donnent la longévité possible pour qu'ils puissent vivre sa retraite en paix et aussi continuer à nous accompagner, parce que même s'il est à la retraite à Ouida, nous, les jeunes, nous allons toujours continuer par aller frapper à sa porte et prendre quelques de ses conseils. Les rudiments de ses conseils. Oui, alors, les travaux à l'Assemblée nationale, vous êtes dans cette entrée actuellement, comment ça s'annonce pour la suite à l'Assemblée? Oui, nous sommes en session, nous sommes en pleine session. Nous sommes en session ordinaire, on vient de finir. Donc, il y a eu l'investiture, donc certainement la semaine prochaine, les travaux vont reprendre en commission et également en plénière. Donc les travaux. C'est sans répit. C'est sans répit. Pendant ces 3 mois, c'est sans répit. Donc en commission, après en plénière, donc ou bien les séminaires, on peut faire les séminaires, commission et après la plénière. Donc à n'importe quel moment, on est censé être à Porte-Nouveau pour la suite des activités. D'accord, on ne peut que vous souhaiter plein succès. Merci, monsieur René. Alors, nous allons poursuivre cette fois-ci, on va parler sport. Dans les derniers instants de cette émission, nous allons parler sport parce que vous êtes un homme du peuple, un homme du sport. Donc, avec le sport roi, le football, on va parler du club phare de la ville de Banikwara.
Banigansé. Oui. Vous voudriez bien nous rappeler ce que ça signifie? Oui, Banigansé FC, c'est Banigansé. C'est le nom du fondateur de Bani Kwara. Bani Kwara, la ville de Bani Kwara, ça veut dire littéralement la ville de Bani. Bani Kwara. Ou bien Bani Kwara ou Bani Kwara. Bani Kwara, Bani Kwara, ça veut dire chez Bani. Chez Bani. La ville de Bani. D'accord? En réalité, on allait dire Bani Gansé Kwara. Mais c'est long. C'est long. Ou bien Bani Gansé Paro. C'est long. On a dit Bani Paro, on a coupé court. Donc, le fondateur de Bani Gansé, de Bani Kwara, s'appelle Bani Gansé. C'est un grand hommage. C'est un chasseur, un intrépide chasseur, donc qui était à la recherche de l'ivoire. Donc ce royaume, je dis, a été créé en 1764. Donc en 1764, Bani Kwara a été créé, donc, et c'est le nom du fondateur que nous avions donné au club, Bani Gansé FC. Alors, comment se... D'ailleurs, je vais te dire, tout habitant de Bani Kwara, quand on appelle les habitants de Parakou, s'appellent comment? C'est des Paraquois, non? Les Paraquois, oui. Ceux de Cotonou? Les Cotonois. Les Cotonois. Ceux de Porte-Novo? Porte-Novien. Porte-Novien, ok. Ceux de Bani Kwara s'appellent Bani Gansé. Ok, les Bani. D'accord, donc on ne dit pas Bani Kwaré, Bani Kwaré, non, c'est pas dit simplement Bani Gansé. Quand quelqu'un dit je suis un Bani Gansé, il dit qu'il est originaire de Bani Kwara. Donc en réalité, quand on entend Bani Gansé, si vous êtes de Bani Kwara, ça doit résonner dans votre cœur. Vous êtes fiers. Oui. Alors comment se porte ce club aujourd'hui? La saison tend vers sa fin. On peut dire que ça a été une saison un peu difficile. Oui, cette saison-ci a été très difficile pour Bani Gansé. Ça, vous devez le constater. Bani Gansé qui avait l'habitude de gagner en réalité tous les matchs à domicile. Intraitable. Et de gagner les matchs à l'extérieur, a eu certaines difficultés cette année. Qui ne nous ont pas permis d'être au haut du tableau. Mais, nous sommes au bas, en bas du tableau. Est-ce que le président Patrice Talon a eu un faible pour vous? Il vous avait accompagné ou... Ah oui, c'est son club. Il aime Bani Kwara. Son fils a Coton FC. On a Bani Gansé FC. Il aime bien Bani Gansé, comme il aime tous les clubs du Bénin, bien sûr. Parce que c'est un footeur, le président Patrice Talon. Parce que le football a connu du succès sous Patrice Talon. Vous avez vu les prouesses, les stades, aussi, les différentes qualifications à des champions, comme on appelle des compétitions à la CAN, et aussi tout récemment pour nos Amazones U20. Donc la qualification à la Coupe du Monde. Donc ça, ce sont les filles de Bani Kwara au foot. Oui, nous avons deux équipes féminines à Bani Kwara. Il y a Racine Club, il y a Sunogaya qui joue la D3 au niveau du foot féminin. Bientôt, le Bénin va faire parler de lui. Hein. Oui, ça se fait déjà. C'est grâce toujours au président Patrice Talon qui a cru au football et qui a mis les moyens. Et aussi grâce au leadership du président de la fédération, Mathurin de Chacus, qui est en train de faire également cette dernière à la tête de la fédération béninoise après l'élection, le nom changé, Guépard, Amazon, ça colle bien pour les filles. Ça colle. Guépard, Amazon, ça colle. Alors comment Bani Gansé se prépare maintenant à redorer son blason après une saison? Oui, nous sommes en train d'abord de jouer pour le maintien. D'accord. Parce que c'est pas totalement assuré. C'est pas assuré. C'est pas assuré. Aujourd'hui, nous sommes. Mais il y a espoir. Il y a espoir. L'union sacrée autour du club. Oui. Nous sommes 14e. Nous sommes 14e. Donc, nous sommes toujours relégables. Ah oui, nous sommes relégables. C'est vrai, nous avons actuellement 35 points. Donc, il nous faut jouer les 4 derniers matchs pour ne pas être relégué. Donc Bani Gansé joue en réalité pour le maintien. Je crois, grâce au Tout-Puissant Allah et aux mains de nos ancêtres, nous allons nous maintenir.
Et lorsqu'on va qu'on va se maintenir à la première division, nous allons essayer de diagnostiquer et de voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pouvoir commencer sur de nouvelles bases à travers d'abord le recrutement des... Il faut trouver un autre Mbappé, peut-être. Oui, il faut trouver un autre Mbappé, oui. Donc on va faire un bon recrutement pour nous permettre d'être à la hauteur. Donc Bani Gansé se prépare, mais d'abord c'est le maintien. Je veux que ici vous tous vous priez pour le maintien de Bani Gansé. On en parlera toujours dans l'émission tous les samedis à 8h. Le staff est là, le coach Da Silva Ibrahim est là, tout le monde. Et nous avons toujours le soutien pour vous maintenir de toutes les populations de Banikwara. Il faut déjà tout faire pour peut-être gagner 2 matchs sur 4. Oui, actuellement ils sont à Poubin, ils vont jouer contre Aïma. Ils vont jouer contre Aïma. Ils reviennent, ils jouent contre Cavalier. Après, on vient jouer. Cavalier qui est en difficulté. Qui est en difficulté, oui. Qui est en difficulté. Ça va être un choc entre Niki et Banikwara. Entre Niki et Banikwara. Entre la capitale et bon match en perspective. Bon match, vraiment, c'est un bon match. Et après, nous venons jouer les Buffs. À Tchaourou, là. À Tchaourou. Donc, je sais, l'année dernière, tu avais commenté le match Buff Bani Gansé. Donc, on va jouer les Buffs et nous attendons à la maison. Les Buffs qui n'ont plus rien à jouer aussi, mais qui sont pratiquement maintenus. Ah non, les Buffs du Borgo sont maintenus. Oui, c'est fini. Mais ils peuvent être deuxième. Oui, c'est possible encore. C'est possible même. Oui, les Buffs peuvent encore mathématiquement, les Buffs peuvent chercher une qualification à une compétition. Oui, mais je parle par rapport... C'est vrai, ils sont réalistes, surtout avec le rythme imposé par Coton et Sobemap. Ah oui, Sobemap n'a pas encore gagné. Sobemap joue son dernier match à Banikwara contre Bani Gansé. Et qui est en train de chercher le maintien. Tu vois que c'est un match difficile. Et Coton se frotte les mains. Coton est bien passé par Banikwara. Et il a pris ce qu'il devait prendre. Alors, vous l'avez dit, un mot sur le président Mathurin Deschacus, un homme qui a servi le football béninois, un homme grâce à qui, et avec l'appui du président Patrice Talon, comme je le dis toujours, a chassé les démons des crises répétées qui paralysaient le sport roi dans notre pays. Ça a permis au moins à plusieurs jeunes d'émerger, de s'exprimer. Ouais. Aujourd'hui, cet homme se prépare à passer la main. Ça va être certainement en août prochain. Les élections sont annoncées. Alors, qu'est-ce que vous pensez surtout du sport roi aujourd'hui avec tout ce que cet homme a apporté? Oui, je tiens d'abord à rendre un hommage au président Mathurin Deschacus pour tous les efforts consentis et pour tous les sacrifices pour le football béninois. Je dis, il a beaucoup fait. Il s'est sacrifié, il s'est donné, il a fait beaucoup d'efforts pour faire rayonner le football béninois. Grâce à lui aujourd'hui, au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, le Bénin est respecté. Le Bénin est respecté par la qualité des hommes qui y sont, mais également par la qualité, je dirais, de nos prestations à l'international. L'équipe nationale est devenue des écureuils. Nous sommes devenus guépards. Ouais. Et à travers déjà ce nom évocateur, guépard, c'est un nom imposant. Et c'est grâce au président Deschacus que nous avions pu faire cette mutation. Mais le football à la base... Oui, le football à la base, c'est encore lui. Ouais, c'est lui, parce qu'aujourd'hui, les centres, il a terminé le centre de Ndali est fonctionnel. Nous avons des centres de formation à Communauté. Pour les jeunes filles, c'est en construction à Lokosa. Ça, ce sont des idées, des projets. Des projets du président Deschacus, et c'est des projets d'avenir. Ensemble, il a un bilan. Il a un bon bilan. C'est des projets d'avenir pour notre football, parce que le football d'abord, c'est la formation à la base. Aujourd'hui, Deschacus, de l'autre côté, le président Patrice Talon, avec les classes sportives au niveau des établissements secondaires, les classes sportives, vous voyez, ça, il y a une bonne combinaison.
il y a une bonne conjugaison qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des Amazones, nous avons une pépinière qui marque l'histoire du football béninois. Nous avons aujourd'hui Gandonou Romaine, qui est la fierté de toute une nation. Nous avons Emion, nous avons Ozan. C'est des filles qui font notre fierté. Et c'est grâce à la stratégie de cette vision, à cette vision de Chacus et également du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, Patrice Talon. Donc nous osons croire que cette dynamique va continuer. D'accord. Parce que lui là, il a fini. Il va essayer quand même de voir dans quelle mesure accompagner la nouvelle équipe qui sera installée sous peu. Vous avez des infos, les tuyaux? Vous êtes candidat? Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat parce que je ne suis pas candidat simplement. Pourquoi je ne suis pas candidat, c'est tout. Je ne suis pas candidat. Vous avez bien fait Balingancé. Oui, je ne suis pas candidat, mais j'accompagne tous les candidats qui ont un bon projet pour le football béninois. Oui, tous les candidats qui ont un bon projet, parce que moi je suis passionné. Mais vous êtes rassuré que la famille du football béninois ne devrait pas se tromper sur son choix? Sur son choix. La famille du football béninois ne doit pas faire cette erreur en nous trompant sur l'homme qui va succéder à Deschacus. Un homme qui doit servir. Qui doit servir le football et non se servir. Un homme qui doit être à l'écoute de tous les acteurs du football. Qu'est-ce qui pourrait améliorer le prochain? Tous les acteurs, que ce soit les présidents de club, les journalistes sportifs que vous êtes, les autres acteurs, parce que vous êtes souvent oubliés. Les autres acteurs, les arbitres. On se rappelle quand ils critiquent seulement. Les arbitres, tous les acteurs du football, il faut que ce nouveau président soit à l'écoute et qu'il travaille pour faire davantage, pour faire mieux que le prédécesseur. C'est ce qu'on dit. À défaut de faire mieux que le prédécesseur, il faut faire comme lui. Donc nous allons essayer de trouver cette perle rare qui va jouer ce rôle après Deschacus, mon cher président. Donc Mais les envies ne manquent pas. Ça se bouscule. C'est normal. Mais à la fin, c'est une seule personne qui va gagner parce que c'est une chaise, c'est pas un banc. Président de la Fédération béninoise de football, c'est une chaise. Si c'était un banc, c'est pas un banc. Le banc sera de façon horizontale ou verticale, c'est pas une chaise, c'est pas un banc. Vous êtes désormais resté derrière le président pour qu'il ne tombe pas. Mais c'est intéressant le foot et on doit encourager tous les acteurs. Il faut, je ne peux pas l'oublier, il faut féliciter le président, à nouveau féliciter le président Patrice Talon, féliciter, remercier notre président Roumiat Wadaï par rapport à son apport pour le football. Les clubs professionnels sont passés d'une subvention de 5 millions à plus de 60 millions. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'œuvre du président Roumiat Wadaï et du président Patrice Talon. Parce qu'il pourrait donner autre conseil. Il pourrait donner autre conseil. On ne peut pas mettre tout ça. Donc, à côté, le président de Chacus est là. Donc, ce sont 3 acteurs qui ont relevé le niveau de notre championnat. Ils ont relevé le niveau de notre championnat. Donc, je voudrais ici prendre saisir cette opportunité pour les remercier tous ceux qui ont travaillé pour que notre football soit à ce niveau-là. Un peu la politique peut-être au niveau des clubs aussi pour mieux vendre des joueurs, pour se faire un peu d'argent pour finir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut travailler aussi dans ce sens, cette industrie que doit constituer le football et non attendre souvent que des subventions? Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous parlons de la formation. Quand on parle de la formation, ce n'est pas seulement au niveau des joueurs, mais c'est au niveau du management sportif aussi. Généralement, nous, les dirigeants de club, on n'a pas une bonne formation en management sportif. Nous ne savons pas vendre notre club. Nous ne connaissons pas le marketing sportif. C'est
des thématiques sur lesquelles il faut renforcer les capacités des acteurs de football pour nous permettre de vendre des joueurs qui vont qui vont apporter des ressources au club et faire mieux rayonner le football béninois également. Honorable, merci à vous d'être passé dans nos studios. Si vous avez un message à l'endroit de ceux qui vous écoutent. C'est un plaisir d'avoir été avec vous. Ça fait longtemps que vous êtes passé chez nous? Oui, ça fait environ 9 ans. 9 ans. 9 ans, oui. Sinon, cette table, on était habitué à cette table-là. Oui. Je te citais des noms, Habib Koukoubou, Akime, Akime Osseni. Donc, c'est beaucoup. Rodrigue, Azinogbe, le directeur. Lui, il est toujours là. Il est là, c'est le directeur. C'est grâce à lui que... L'infatigable Rodrigue. Vous avez vu ce que Patrice Talon était pour le Bénin. C'est ça pour nous. Oui. Il est bon. On s'est vu tout récemment. Il est là. Et il faut que je le remercie pour tout ce qu'il fait pour la radio. Pour la radio dans le Septentrion. Pas pour Fraternité seule. Rodrigue est une icône en matière de journalisme dans le Septentrion. Il faut qu'on le remercie pour toutes ses bonnes œuvres et pour tous les jeunes qu'il continue de former, qui font la fierté du Septentrion en matière de journalisme. Docteur honorable Biosara Kontamo, rapporteur de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, merci d'avoir passé ces moments avec nous et malgré votre agenda chargé. Et on vous souhaite bonne suite dans votre service rendu à la nation. Merci, c'est moi.